Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 4e rendez-vous des plateaux de la Fondation Corian pour le bien vieillir, pour un thème qui nous réunit ce soir, qui est un thème grave et important, la mort, parlons-en. En fait, nous nous sommes dit, en préparant le programme de ces plateaux, eh bien qu'il était du rôle et je dirais même de la mission de cette fondation de prendre un sujet qui est finalement un peu, qui compte, qui est à la fois le plus important de celui de la fin de vie et de l'accompagnement de personnes très âgées, et qui est en même temps le sujet dont en réalité jamais personne ne veut parler. Et ce qui nous a conduit à nous poser, à vouloir vraiment faire cette démarche ce soir, c'est finalement la rencontre de deux moments. Le premier, c'est une réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir et qu'on va d'ailleurs, sur laquelle Aude Letty reviendra dans quelques minutes, qui a été l'initiative que nous avons prise il y a maintenant un peu plus d'1 an, presque 2, n'est-ce pas Marie, de demander à Marie de Henzel, avec un certain nombre de directeurs d'établissements, donc de directeurs de maisons de retraite du groupe Corian, de conduire une réflexion sur finalement comment accompagne-t-on les derniers moments, la fin de vie, la mort et le deuil dans nos maisons. Comment est-ce que les soignants vivent cela? Comment est-ce qu'ils le vivent avec les personnes concernées? Comment est-ce qu'ils le vivent avec leur entourage? Comment est-ce que les autres résidents vivent le départ, le décès de ceux qu'ils côtoient ou avec lesquels ils ont noué des liens de proximité ou d'amitié, d'affection? Et on s'est rendu compte à cette occasion, et vous allez voir je dirais les enseignements de ce travail. Ce n'est pas une étude, hein, c'est vraiment un travail de réflexion, qu'en réalité c'était un sujet absolument majeur, central, et dont on s'interdisait de parler, et qu'en réalité, en commençant à le verbaliser et le formaliser, on se rendait compte à quel point il était en réalité central. C'était peut-être même le cœur même de notre mission, que de faire en sorte que ce passage, quelle que soit la signification qu'on lui donne, s'accomplisse dignement, avec respect, avec humanité, et que c'était le cœur même de notre mission. Ça, c'était, je dirais, l'élément déclencheur de cette réflexion, et je pense que ça a donné lieu à des choses que j'aimerais beaucoup aujourd'hui pouvoir partager avec vous ici et tous ceux qui nous écoutent ou qui pourront réagir via les réseaux sociaux. Et puis, il se trouve, vous le savez, que la révision des lois bioéthiques va donner lieu à des nouveaux états généraux qui ont commencé avec un débat sur l'accompagnement de la fin de vie, l'évolution des lois Leonetti. Et il nous a semblé que c'était peut-être aussi une pierre à apporter à cette réflexion sur cette thématique très spécifique finalement de la fin de vie et de la mort en maison de retraite médicalisée, que d'ouvrir le débat ce soir. Donc c'est à la fois un temps de partage et de témoignage, et c'est aussi peut-être le début d'une contribution un peu plus large, plus plurielle aussi, à ces débats autour de la révision, à l'heure de la révision des lois bioéthiques. Pour animer, contribuer à ce débat, eh bien, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir aujourd'hui à la fois Marie de Henzel, qui a conduit la démarche dont je viens de vous parler, et puis également, donc, je ne me présente plus Marie de Henzel, mais qui est, entre autres choses, membre du conseil scientifique de notre fondation. Nous avons aussi la chance et l'honneur d'accueillir le professeur Axel Kahn, que l'on ne présente pas. Je ne ferai pas cette insulte. Vraiment, professeur, merci beaucoup de venir ce soir. Et puis, je crois qu'à travers le livre que vous avez publié il y a quelques mois maintenant de cela, votre témoignage à la fois de médecin, mais aussi personnel, je pense, est tout à fait précieux. Et puis enfin, Gilles Padier, qui est directeur artistique, comédien et formateur au sein de la Compagnie du Bout du Nez, a, lui, son expérience à la fois d'artiste et d'accompagnant en établissement de santé, en maison de retraite, à partager avec nous. Donc voilà, un plateau, comme toujours, d'extrême qualité et très riche pour animer et porter ce débat. Et je passe maintenant, sans plus tarder, la parole à Serge Guérin, notre président du Conseil, qui était caché là-bas. Serge. Mes hommages du soir et bonsoir. Donc, nous allons démarrer, poursuivre, avancer
pas vers la mort. Quoique, nous allons avancer sur ce sujet. Un sujet, en effet, on pourrait dire, mais pourquoi on parle de ça? C'est quand même... Mais oui, mais en même temps, la quintessence de la vie, c'est aussi cette question-là. Ou s'il n'y avait pas cette question-là, à quoi bon tout le reste? Et d'ailleurs, souvent, vous savez, il y a des débats, il y a des gens qui parlent que nous pourrions vivre 1000 ans et ainsi de suite. Alors, ces gens-là, d'ailleurs, ne s'interrogent jamais sur le fait que est-ce qu'on ne risque pas de s'ennuyer au bout d'un moment. Mais bon, voilà. En tout cas, ces questions-là vont devenir, finalement, reviennent d'une certaine façon, sont plus présentes, alors que pendant très très longtemps, on avait voulu les mettre de côté. Un philosophe, essayiste, Michel de Certeau, disait, dès les années 70, disait, mais la société occidentale a tout fait pour, grâce à la technique, cacher, mettre de côté, annuler la mort, le décès, la fatigue, la fragilité. Ah, la technologie allait nous sauver. Le savoir allait nous sauver. Eh bien, il nous sauve sans doute de plein de choses, mais peut-être que la mort est une façon aussi de ne pas se sauver et de faire face aux choses, et peut-être aussi de décider. Pourquoi je ferais telle ou telle chose aujourd'hui? Je peux très bien les faire demain, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans, si je vais vivre 1000 ans. Le fait même d'avoir le sentiment, la conscience qu'il y a une sorte de finitude, m'oblige aussi à décider, à faire, à agir. Et donc, dans cette obligation d'agir, il y a aussi cette soirée, ce plateau de la Fondation autour de ces problématiques-là. Alors, on va commencer. Vous savez, la Fondation aime beaucoup travailler sur des études, aime beaucoup travailler sur des conditions réelles, aime beaucoup réfléchir. Et puis à partir de cette réflexion, comment on agit? Eh bien, on va rentrer exactement dans cette logique-là. J'ai demandé à Aude Letty de bien vouloir me rejoindre. C'est notre formidable déléguée générale. Et elle va nous présenter les résultats de cette étude. Et puis ensuite, on aura un temps où on verra des images qui, en fait, seront une manière de réagir à cette étude. Merci beaucoup Serge. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, comme vous l'a dit Madame Boissard et Serge à l'instant, ça fait plusieurs années qu'on est challengé, notamment par le Conseil scientifique, sur le sujet de la mort. Et on a mis du temps pour s'y atteler. Preuve aussi qu'on n'était pas forcément très à l'aise avec ce sujet. Et du coup, on s'est dit, mais pour aussi voir pourquoi c'est si compliqué d'en parler, eh bien, on va questionner les soignants, on va questionner les professionnels en établissement pour savoir comment ils appréhendent la mort, le deuil, l'accompagnement des défunts et comment sont aussi appliqués les dispositifs législatifs qui existent aujourd'hui. Alors, je cherche ma petite zapette qui est là. Voilà, donc on est parti, on a envoyé un questionnaire sur l'ensemble de notre réseau, donc EHPAD et cliniques de soins de suite et de réadaptation. Donc l'objectif, c'était effectivement de comprendre en fait pourquoi est-ce que ce sujet est un sujet tabou, comprendre les raisons de ce déni. Et c'était pour nous aussi le point de départ pour entamer une réflexion avec les soignants pour justement leur permettre aussi d'identifier, vous savez, ces signes du lâcher-prise en maison de retraite de résidents qui peuvent exprimer, alors pas forcément verbalement, ça peut être aussi des attitudes qui laissent penser qu'elles veulent lâcher prise. Et comment est-ce qu'on interprète ces signaux? Comment est-ce qu'on les reçoit? Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on les respecte? Donc ça, c'est la deuxième partie, on va dire, de ce travail qui a été déjà entamé avec Marie de Henzel, évidemment, mais les psychologues, les aides-soignants, enfin tous les accompagnants en établissement. Voilà, donc ce questionnaire est parti sur l'ensemble de notre réseau. Preuve que ce sujet interpelle, c'est qu'il y a quand même la moitié des établissements qui ont répondu. Donc on les a questionnés sur les procédures en place dans les structures, les procédures d'essai, quel protocole était mis en place autour du deuil, quel accompagnement est proposé dans les familles, accompagnement du défunt, accompagnement des familles, des salariés, et comment sont prises en compte les volontés du défunt, des familles dans ces moments. Alors on vous livre tout, on ne vous cache rien, on met un peu les pieds dans le plat, mais c'est ce qui permet aussi de réagir et c'est ce qui nous a vraiment permis de mener ce travail avec les soignants. Le premier enseignement, c'est qu'on voit que c'est justement les pratiques
mises en place justement pour les condoléances ne sont pas systématiques dans les établissements, puisque vous voyez que seulement presque 70%, mais enfin ce n'est pas, on est loin des 100%, des établissements déclarent avoir mis en place une attention particulière pour présenter leurs condoléances. Alors ça peut prendre différentes formes, des attentions pour la famille bien évidemment, mais aussi des attentions en hommage aux défunts. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour cet hommage, mais voilà, c'est loin d'être dans la totalité des établissements. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, le décès reste un tabou au sein de nos structures. Et là aussi, ça nous a interpellés parce que si on fait le parallèle, par exemple, avec les unités de soins palliatifs, eh bien, on voit que la parole est beaucoup plus libérée, que ce sujet est abordé de manière beaucoup plus sereine que dans nos établissements. Donc là aussi, c'est intéressant de faire ce parallèle pour voir également les différences qui peuvent exister. Donc vous voyez, 17% des établissements n'annoncent pas le décès aux autres résidents et près de 47% des établissements n'annoncent pas le décès aux autres familles. Alors, autre point d'interpellation, c'est que les moments de recueillement ne sont pas non plus mis en place dans tous les établissements. 58% des établissements n'organisent pas de temps de recueillement pour les résidents et les familles qui le souhaitent. Et un peu plus de la moitié organisent des déplacements des résidents qui souhaitent se rendre aux funérailles des autres résidents. Autre point, c'est que, et ça c'est un vrai point de frustration qui nous ont été remontés aussi par les soignants, c'est que les membres du personnel sont souvent informés des décès par une voie, voilà, la transmission, des transmissions écrites. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie source de frustration et ça empêche aussi la parole de s'exprimer à ce moment-là. Et puis, très peu de rituels sont mis en place lors des départs des défunts. Alors ça, je crois que ça a été le plus gros choc pour nous, c'est que 77% des établissements déclarent que le départ du défunt est dissimulé. Voilà, le corps sort par la petite porte de derrière, à l'abri des regards. Et ça, voilà, c'est vraiment, je crois que ça a été le point d'orgue où on s'est dit il faut en arrêter, voilà, il faut que ça s'arrête et il faut qu'on puisse vraiment avoir conscience que l'accompagnement ne s'arrête pas au moment où la personne s'éteint et que l'accompagnement, voilà, continue au-delà de son décès et qu'on doit, voilà, lui rendre hommage au-delà de la porte de l'établissement en tout cas. Mais on finit par une note positive, c'est que ce questionnaire nous a aussi permis de relever des bonnes pratiques, c'est pas le mot, mais en tout cas des pratiques remarquables qui justement permettent d'accompagner dignement le défunt et sa famille, et notamment à travers une pratique qui a été relevée en France, mais qui est également pratiquée en Belgique, qui est le rituel de la haie d'honneur. Alors ce que je vous propose, plutôt que de vous en parler, c'est de vous montrer un petit film qui vous décrit ce rituel, et puis on pourra en parler ensuite. N'a pas été, comment dire, elle n'est pas partie comme une petite chose gênante. Ils sont accompagnés jusqu'à l'ambulance, jusqu'à voilà, la voiture qui vient les chercher. Il y avait de la musique, il y avait des résidents autour, il y avait du personnel. Et j'ai trouvé que c'était voilà, un moment de recueillement et d'accompagnement que tout le monde appréciait. Le rituel de la haie d'honneur, je le trouve magnifique parce que c'est montrer qu'on accompagne quelqu'un jusqu'au bout, qu'on honore justement sa vie. Cette personne, on a vécu avec elle, on l'a soignée. Les résidents ont créé quelquefois une intimité. Et pouvoir être là, dignement, accompagner ce corps qui s'en va, qui quitte l'établissement, laisser sortir les émotions, tout ça, c'est réintroduire de la dignité, de l'humanité autour de la mort. Nous, on est soignants
on nous apprend à soigner. Donc du coup, pour nous, quand on dit le résident est en fin de vie ou il va mourir, on a du mal peut-être à l'accepter. Donc je pense qu'en faisant ce rituel, ça nous permet de lui dire au revoir et d'être là pour lui dans les bons comme dans les mauvais moments et de l'accompagner jusqu'à la fin. On a eu des tas de confidences, il s'est passé un bout de chemin tous ensemble, c'est notre famille, hein, puisque voilà, ils sont chez eux, on le dit assez. Donc du coup ça nous permet de leur dire au revoir, ça nous permet nous aussi de pleurer, de verser quelques larmes parce qu'on est triste, parce qu'on s'est attaché à eux, et du coup de leur dire au revoir, tout simplement. Quand un résident décède, on a mis en place une petite table devant sa chambre avec un petit livre d'or, une petite guirlande lumineuse et des petites bougies qui informent que ce résident nous a quittés. À l'accueil, on a mis les photos, avec la photo du résident, son nom et la durée de son séjour et son âge. Donc tout le monde est au courant que le résident est parti et qu'à un moment donné, il va avoir cette fameuse aide d'honneur. Les familles sont tout à fait partie prenante. J'ai même des magnifiques témoignages dans des lettres où on nous remercie et ils sont honorés qu'on ait honoré leurs parents. Si on généralise un rituel qui marche et qu'en même temps on laisse la liberté à chacun d'y assister, d'assister à cette aide d'honneur, donc on n'impose pas à tout le monde d'y être, mais c'est un signe fort de l'établissement qui est chez nous, la mort n'est pas tabou. Chez nous, la mort a sa place dans la vie parce que c'est au fond le couronnement de la vie de quelqu'un. Voilà qui permet aussi, je crois, de réfléchir. Et peut-être on peut se dire, c'était à la fois l'étude et puis c'était cette haie. Il y a peut-être deux choses qui ressortent. C'est d'une part, les gens agissent. Il n'y a pas eu de directive, mais il y a comme ça 12% des lieux où on a fait quelque chose. C'est aussi comment, finalement, on décide. Comment un groupe décide, comment il fait quelque chose. C'est aussi ça qui est intéressant. Notre société, elle n'est pas homogène. Il y a plein de choses qui se passent et il y a des initiatives du bas, en quelque sorte. Et puis l'autre élément, c'est, on voit bien, une société se construit avec des rituels. Il n'y a pas de société sans rituel. On a besoin de ces rendez-vous et on en a un là. Et le mot qui était joli, plusieurs fois, ça a été salué. Marie de Henzel l'a utilisé plusieurs fois. Cette notion de dignité, cette notion de saluer. La politesse, le rapport à l'autre, le lien, une civilisation, la notion du salut, elle est majeure. On se salue quand on se rencontre, généralement la première fois, quand on se quitte, ainsi de suite. Et quand on se quitte peut-être pour la dernière fois, ce départ, il y a bien cette notion de saluer. Et en fin de compte, c'est... on apprend souvent aux enfants, ou on devrait l'apprendre, à dire bonjour ou à dire au revoir. Et bien d'une certaine manière, ça fait partie de cette politesse de la vie. Je trouve que ça résume aussi cette petite chose-là. Alors, on va continuer après ce film, après cette étude, on va continuer avec Marie de Henzel et Axel Kahn. Je vais vous demander de bien vouloir nous rejoindre. Alors, Marie de Henzel, on lui doit beaucoup, je crois qu'il faut le dire. On lui doit d'avoir imposé en grande partie dans l'espace médiatique, dans le champ public, de parler, de discuter, d'interagir autour de ces questions-là, d'en faire, de sortir. Oui, après la fin de vie, il ne faut pas qu'il y ait la fin de. Attention, il ne faut pas qu'il y ait la fin du. Oui. Alors, ne reculez vraiment pas, hein. Voilà. Et Axel Kahn, il faut dire, vous êtes un précurseur. Vous avez marché bien avant que ce soit à la mode. Et dans votre livre, d'ailleurs, on pouvait retrouver des choses qu'on a retrouvées après. Il n'y a pas de hasard non plus. Donc, au-delà du scientifique, c'est aussi un monsieur qui, à un moment donné, se dit et si je me coltinais un petit peu au réel? Et si je sortais de mon 5e arrondissement, qui est merveilleux, magnifique, et si j'allais voir tout le reste, qui est quand même juste 99% de la société française. Et donc, c'est aussi ça, ce chercheur, c'est aussi un moment donné d'aller se confronter. Et finalement, ce dont on va parler, c'est aussi se confronter au réel. Donc, je crois que c'est aussi important. Et puis, Gilles Padier veut bien me rejoindre. Alors, Gilles Padier, je le représenterai tout à l'heure, est donc un artiste, et donc un clown qui a un travail très particulier, et on y reviendra. Alors, peut-être d'abord, si on revenait sur ce rituel particulier de la haie d'honneur, qui, en fin de compte, dit beaucoup de choses. Donc, Marie, si vous pouviez votre réaction par rapport à ça, et ce à quoi, en fin de compte, vous avez envie de nous dire par rapport à cette question.
Alors, comme je l'ai dit, effectivement, je le trouve magnifique, je le trouve remarquable, et même, je dirais, pionnier, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements dans lesquels on a une pratique qui ressemble à celle-là. Et c'est pour moi un levier très important, justement, de cette levée du tabou de la mort dont Sophie nous parlait tout à l'heure et qui est si important. Je voudrais dire quelque chose sur ce que vivent les résidents par rapport à la perspective de leur mort. Quand quelqu'un, un de leurs amis, décède et que le corps disparaît, parce que c'est d'une disparition dont il s'agit, quand le corps passe par la petite porte de derrière et qu'on n'annonce pas le décès, ni au personnel soignant, ni aux résidents, vous pensez bien qu'on vit ça comme une disparition. Eh bien, les résidents le vivent très très mal. Et donc, je pense qu'il faut partir de là. Ce rituel leur permet, d'une part, de se dire, mais au fond, nous allons partir par la grande porte, on va nous honorer jusqu'au bout, on va honorer notre personne, notre vie, et les résidents, on le sait, ils pensent à ce rituel, ils se disent, le jour où ce sera mon tour, c'est cette musique-là que je veux qu'on mette. Vous avez vu qu'il y avait une musique, c'est le choix de la personne, et ça peut libérer complètement la parole autour de la mort. À partir du moment où un rituel comme ça est institué, vous pensez bien que le personnel est plus à l'aise avec la question de la mort, les résidents eux-mêmes peuvent en parler et se rendre compte qu'ils peuvent en parler aussi au personnel. Donc on sort du tabou de la mort, et évidemment, l'impact, c'est qu'il y a beaucoup moins d'angoisse et beaucoup moins de solitude. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Un rituel comme ça s'est préparé, ça a pris du temps. Il a fallu d'abord instituer une culture palliative dans la résidence, on en parlera tout à l'heure. Il a fallu justement lever le tabou de la mort, sortir du silence. Ça a pris du temps. Et il a fallu ensuite, une fois que la résidence a inventé ce rituel, il a fallu communiquer en amont, l'expliquer à l'équipe soignante, il a fallu l'expliquer aux familles, il a fallu... Donc, une fois qu'on a communiqué, eh bien, ils se sont lancés. Au début, d'ailleurs, la directrice que j'ai rencontrée m'a dit qu'il y avait très peu de monde. Et puis, de rituel en rituel, de plus en plus de monde, alors que c'est complètement libre, on peut venir ou ne pas venir, mais aujourd'hui, je crois que quasiment l'ensemble de la résidence assiste à ce rituel. Pas seulement le personnel, mais les familles aussi, les familles des autres résidents, les résidents eux-mêmes. Et vous avez vu ce qu'on voit, peut-être il est un peu rapide le film, mais vous avez vu que ça permet aussi l'expression de l'émotion. On voit qu'il y a une soignante qui essuie une petite larme, hein, et puis ils se prennent dans les bras. Donc c'est non seulement l'expression de l'émotion, mais l'expression de la solidarité humaine. Et finalement, c'est un rituel qui est très sobre, qui est pudique, qui n'est pas du tout ostentatoire. Et vous avez vu qu'en peu de temps, ça libère complètement la question de la mort. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Je trouve que c'est évident que si ça pouvait se généraliser, ça serait, et peut-être donner des idées à d'autres, ça serait magnifique, en sachant qu'il faut instituer d'abord une culture palliative dans l'établissement, parce que ça ne peut pas s'instituer comme ça du jour au lendemain, sans qu'il y ait toute une réflexion en amont, mais il faut savoir que tout le monde la souhaite, cette réflexion. Les soignants, ça j'en suis persuadée, je les rencontre suffisamment, les familles aussi, qui sont aussi très seules avec cette question, puis les résidents eux-mêmes, parce qu'ils y pensent à la mort. C'est dans leur tête. Croire que le déni de la mort et le silence va les protéger, mais c'est une illusion. On les affaiblit. Ils y pensent sans que ce soit une obsession, mais ils y pensent forcément, ils s'en rapprochent. Et au fond, s'ils sentaient qu'on pouvait en parler, qu'autour d'eux on était relativement à l'aise, eh bien je pense qu'ils se sentiraient beaucoup moins seuls. Alors, ce que vous dites, Marie, c'est que finalement, tout ça, ça demande du temps, ça se prépare, et ce n'est pas juste un imposé. Alors, Axel Kahn, vous avez certainement découvert cette haie d'honneur, et
D'abord, peut-être votre réaction. Puis aussi, ce qui m'intéressait, c'est on est dans une société qui souvent met l'émotion en bandoulière. Il faut absolument exprimer à tout le monde telle ou telle émotion. Il faut que le plus de monde possible puisse connaître cette émotion. Et en même temps, il y a une émotion beaucoup moins partagée, mais plus solide, d'être à côté les uns des autres physiquement. Est-ce que vous opposez un petit peu ces éléments-là, ou comment vous réagissez entre une société de l'émotion, mais d'une émotion presque, de réseau, et puis une émotion partagée entre personnes ici et maintenant vivantes? L'émotion pour moi est essentielle, mais elle n'est pas une finalité. Elle est un moyen de parvenir à l'objectif que l'on poursuit à travers ce rituel et d'autres, qui est simplement de confirmer et de justifier la pleine humanité des encore vivants. Cet élément est totalement essentiel. J'admets volontiers que, pour des raisons personnelles, d'agnosticisme total, l'on considère que la personne étant morte, ma foi, peu lui chaud ce qu'on lui fait. Mais en revanche, cette personne qui est morte était peu auparavant vivante, et tous les gens qui sont encore vivants le savent. Et ils savent par conséquent qu'eux aussi seront un jour morts. Or, la question très angoissante qui se pose alors, quelle est la signification, l'importance, le poids, la valeur de ma vie? Sont-ce les valeurs d'une pleine humanité? Ou alors, si la mort, on n'en fait aucun cas, si on l'évacue comme on le fait d'un coup de balai des feuilles mortes, sans plus de manière, ne suis-je moi-même que cette feuille morte qui n'attend que d'être balayée, n'ayant pas d'autre valeur que celle-là? Par conséquent, il ne faut pas se tromper quand on réfléchit à ces rites. Ils sont totalement fondamentaux pour justifier ce qu'est la fonction d'établissements tels que les EHPAD, les hôpitaux, etc. C'est-à-dire montrer que la vie a une valeur incontestable. S'il y a une chose qu'on ne peut pas contester, c'est cela, et que cela justifie tous les soins que l'on apporte à tous ceux qui sont vivants. Car sans cela, si elle est de si peu de valeur, pourquoi prendre tant de peine? Tout à l'heure, vous me poserez une question, je le sais, sur mon regard sur la mort en règle générale. Et donc, je resituerai cet élément dans une continuité, dans une réalité, et j'essaierai de vous montrer combien l'homme est devenu pleinement humain du jour où il a eu une pleine conscience de ce qu'il allait mourir. Et en contrepartie, cela veut dire que la déritualisation de la mort est terriblement déshumanisante. Et pour aller au-delà de la haie d'honneur que j'approuve, je crois que dans tous les établissements, d'ailleurs je crois que c'est une recommandation récente des services centraux à ce propos, il devrait y avoir des réunions de tous les personnels, soignants et autres, de telle sorte qu'ils s'approprient eux-mêmes ces questions et qu'ils arrivent à mettre au point toute une série de procédures. La haie d'honneur est excellente, mais naturellement, il y a d'autres points. Un point qui est une question pour des établissements comme Corian qui doivent aussi avoir un équilibre financier, qui est la rapidité avec laquelle on laisse le lit qui a été libéré vide. Est-ce que dans la demi-heure qui suit ou l'heure qui suit, s'il y a tout de suite un autre malade, cela ne donne pas l'impression qu'il y a, quand à table, la place du mort est occupée tout de suite. Non, il est très important que la place du mort ne soit pas occupée immédiatement. Très important. Il faut savoir raison garder. Il y a des équilibres, mais réfléchir à cela. Réfléchir à 1000 choses que l'on peut faire sans exagérer, pas du tout pour sombrer dans une société artificielle de l'émotion, mais simplement pour indiquer la certitude militante qui fonde la raison d'être de tous les personnels de ces établissements que la vie a de la valeur et qu'elle se manifeste par une ritualisation qui est
parfaitement appropriée de la mort par les personnels et par les résidents. En vous écoutant, je me fais la réflexion toute bête, c'est qu'accompagner la mort, c'est en fin de compte une marque de savoir-vivre. C'est une marque de permettre de vivre, de donner un sens à la vie. Autrement, il y a un contresens si on ne voit pas cela. Absolument. Et du coup, vous le disiez bien, sinon, c'est juste être un piéton. C'est-à-dire que si on ne me dit pas au revoir, c'est qu'on n'a pas vu que j'étais là non plus. Donc c'est aussi dire à tout le monde. Alors, Marie de Henzel, on va revenir, il y a eu cette étude et tout ça, mais quand même, au bout du bout, pour vous, pourquoi la mort reste ce tabou, je ne sais pas si c'est le tabou ultime, en tout cas un tabou extrêmement prégnant dans nos sociétés modernes, dans les sociétés d'aujourd'hui. Comment vous regardez ce fait ? Alors, c'est vrai qu'on constate que c'est un fait en Occident. Parce que si on regarde en Afrique, si on regarde en Orient, on voit qu'on a une attitude vis-à-vis de la mort qui n'est pas du tout la même. Moi, je pars en Inde demain et j'ai été plusieurs fois en Inde. Et en Inde, on vit avec la mort. Donc ça, c'est un fait. En Occident, ça fait presque, je dirais, on situe ça peut-être au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc ça fait à peu près 100 ans qu'on est dans ce déni de la mort, dans ce tabou. C'est vrai qu'on est dans une société aussi qui est basée sur des valeurs d'effectivité, de performance, avec l'illusion aussi d'un progrès infini, et qu'on a mis de côté évidemment la question de la mort parce que ça dérange par rapport à ces valeurs. Et c'est donc les raisons du tabou. Voilà, du tabou, moi j'en sais pas beaucoup plus que ce que je viens de dire, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir les conséquences. Je voudrais quand même en dire un petit mot, les conséquences du tabou, parce qu'elles sont immenses. On sait que plus on est dans le déni de la mort et plus la mort angoisse. Donc ça, c'est vraiment une conséquence directe. On sait que ça a beaucoup, je dirais, impacté l'absence de culture de l'accompagnement dans la société, quelque chose que l'on déplore aujourd'hui. L'image aussi de la bonne mort qui a changé. Aujourd'hui, les gens vous disent bien mourir, c'est mourir dans son sommeil rapidement, sans déranger les autres, de la façon la plus discrète, alors qu'autrefois, c'est vrai que mourir, c'était un acte, qu'il y avait toute la famille autour, on disait au revoir, il y avait un certain nombre de rituels justement d'accompagnement qu'aujourd'hui, on a beaucoup perdu. Je crois aussi que nous sommes dans un monde dans lequel, et ça je veux en dire un petit mot, parce que le concept de dignité est relié à l'autonomie. Alors qu'on sait que l'impératif de Kant nous dit que toute personne est digne, quel que soit son état, eh bien aujourd'hui, c'est vrai, dans notre monde moderne, beaucoup de gens vous disent « j'ai perdu mon autonomie, donc je ne suis plus digne ». Et donc, si je ne suis plus digne, eh bien, effectivement, je peux désirer abréger mes jours si je considère que les semaines ou les mois que j'ai à vivre vont me rendre indigne. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui appartient à notre modernité. Donc, je pense il y a aussi un impact assez important sur la manière aussi de vivre le deuil. On sait que plus on est dans le déni de la mort, moins aussi on a pu accompagner quelqu'un dans ces derniers moments, lorsque c'est possible évidemment, parce que ça c'est la mort accompagnée, plus finalement les deuils sont lourds, compliqués, et que plus il y a aussi de mal-être, de culpabilité. Donc voilà, je crois que j'ai essayé de dresser un petit peu quelles étaient les conséquences. Et dans un EHPAD, évidemment, le silence, le déni de la mort, eh bien, ça va engendrer, comme je le disais tout à l'heure, une immense solitude, puisque ces personnes ont toute cette question dans la tête et qu'elles aimeraient, au fond, tout simplement pouvoir exprimer leurs peurs, leurs questions et leurs souhaits. Il ne faut pas oublier que nous avons une loi, la loi Claes-Leonetti, qui oblige les médecins à respecter les souhaits des personnes. Si elles ne peuvent pas les exprimer, et on sait que dans les EHPAD, la plupart des gens n'ont pas pu exprimer leurs directives anticipées,
mais elles ont parfois des directives orales, hein, à l'occasion d'une toilette, d'un repas. Elles peuvent dire des choses que les soignants entendent très très bien, hein, qui ont valeur de directive, pour moi, les directives orales. Eh bien, si on est dans un contexte de déni, eh bien, on ne va pas respecter ses souhaits. Une étude d'ailleurs très très récente montrait que 58% des Français ne connaissaient même pas le terme de directive anticipée. Donc il y a aussi de Français de plus de 50 ans, donc des gens déjà pouvant commencer à se rapprocher de ce problématique-là. Alors, Axel Kahn, donc, vous avez fait du teasing, vous avez dit voilà la question, ainsi de suite. Donc l'homme que vous êtes, à la fois l'être humain, bah oui, le médecin, le chercheur, l'humaniste, comment il regarde ce rapport de la société avec la mort? Je vais commencer par vous conter une expérience puissante du marcheur. Après avoir traversé la Margeride, en descendant de la Margeride et avant de remonter sur l'Aubrac, je suis à Saint-Alban de Limagnole, qui est un lieu d'une importance considérable. Il y a là encore un très important hôpital psychiatrique qui fut l'un des plus importants du sud de la France, avec jusqu'à 1 millier de pensionnaires. Un médecin républicain espagnol y travaille depuis 1941-1942, qui va contribuer à ce qui est historiquement la grande révolution de la psychiatrie. La psychothérapie institutionnelle, la réhumanisation des fous. Et cela commence, on peut le faire commencer symboliquement, par un regard terrible de Paul Éluard. À côté du Montmouchet, Saint-Alban de Limagnole, à cause de ce médecin-chef républicain espagnol, est un lieu de résistance à l'oppression nazie. De nombreux résistants y sont accueillis. Des combattants du Montmouchet y seront soignés. Paul Éluard, effaré, observe que l'on met les fous décédés en terre sans même leur nom. Et il écrit un poème que je vais vous lire. Ce cimetière enfanté par la lune, entre deux vagues de ciel noir, ce cimetière, archipel de mémoire, vit de vents fous et d'esprits en ruine. 300 tombeaux réglés de terre nue, pour 300 morts masqués de terre, des croix sans nom, corps du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu. Les inconnus sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer. Les inconnus sont morts dans la prison. Leur cimetière est un lieu sans raison. Ce que nous dit Paul Éluard, c'est que, en n'accordant aucune attention à ces personnes mortes, bien évidemment, on confirme la négation totale d'une humanité respectable chez les personnes qui sont là. Et à partir de cette notion, à partir de l'assimilation du sort que l'on fait subir aux malades mentaux, à ce que subissent les peuples sous la botte nazie, va se faire cette révolution mondiale de la réhumanisation des aliénés, comme on dit à l'époque, d'un petit village de moins de 2000 âmes en Lozère. Se rappeler cela. Rappelez-vous autre chose également. Chaque fois que l'on refuse le rituel de la mort, c'est évidemment l'humanité que l'on a niée depuis tout temps. Créon veut punir Polynice d'avoir désobéi à ses ordres dans l'Antigone de Sophocle. Et il lui refuse une sépulture. Mais Antigone sait qu'elle ne peut laisser son frère hors du cercle de l'humanité et elle préfère mourir plutôt que de lui refuser cette sépulture. Rappelons-nous, tous ceux qui vont, en descendant du train,
à Auschwitz ou ailleurs, dans les chambres à gaz, dans les crématoires, disparaissent sans autre forme de procès, parce que on nie totalement l'humanité de ceux que l'on traite ainsi. Nous savons par ailleurs que dans des combats terribles entre des peuples qui se haïssent, qui se nient, eh bien l'on laisse les cadavres mangés par les chiens, qui est l'injure suprême. Rappelons-nous plus généralement que le premier signe certain de l'accession de l'humanité à son esprit symbolique remonte à il y a 250 000 ans. Ce sont les premiers rites mortuaires. Que signifient les rites mortuaires? Il signifie qu'un être qui commence à avoir conscience qu'il va mourir et pourrir considère que sa mort et sa putréfaction posent problème, puisqu'il a l'impression, grâce à son interaction avec les autres, qu'il est un être de valeur. Et donc, à partir de ce moment-là, on entre dans le rituel de la mort. Cette ritualisation de la mort est l'un des marqueurs, je l'ai dit avec d'autres exemples tout à l'heure, un des marqueurs totalement essentiels, l'a toujours été, de la dignité des vivants, de l'humanité des vivants. Et c'est la raison pour laquelle, surtout dans les lieux où la mort est fréquente, il faut tout faire pour que la mort fréquente ne devienne jamais une mort banale. Et ben après tout ça, je crois qu'on va vous applaudir parce que d'abord ça va permettre aussi de détendre et c'est bien aussi de rappeler tout simplement pourquoi on n'est pas, pourquoi on n'est plus, ou pourquoi il faut qu'on soit ce qu'on appelle une civilisation. Et c'est aussi autour de ça. Et que finalement l'anthropologie nous a montré, hein, il y a comme ça quelques bornes. Et ces bornes-là, si on les franchit, comme dirait l'autre, il n'y a plus de limite, mais il n'y a plus de société, il n'y a plus de civilisation. Et ce que vous dites derrière aussi, c'est tout simplement la notion de transmission. Si j'ai plus la trace, si on ne sait pas où la personne est morte, on ne la transmet pas. Et pourquoi d'ailleurs, des dizaines d'années après, des gens vont chercher les noms? Il y a eu Auschwitz, il y a eu la Shoah par balle, où on va essayer de retrouver chaque personne en disant, bien sûr qu'elle ne renaîtra pas, mais au moins, il y aura un nom et quelque chose. On va retrouver encore aujourd'hui, sur la guerre d'Espagne, justement, des personnes, on s'est dit, mais elles ont été dans tel ou tel endroit. Et donc, en effet, tout mélanger, c'est aussi tout nier. Donc, on voit bien qu'on est sur quelque chose, en fin de compte, d'essentiel. On parle de la mort, on se dit, c'est très très important, bien sûr, mais tout simplement, on parle de la vie. Et on parle de est-ce qu'on est capable de vivre ensemble et comment. Donc derrière, c'est aussi des choses d'une richesse incroyable et d'une nécessité. Et en fin de compte, cette nécessité, c'est aussi cette notion... Alors cette nécessité aujourd'hui, techniquement, c'est aussi la culture palliative. Elle va jusque-là, mais ça part de là. Ça part aussi peut-être, et on terminera avec cela avec vous, Marie de Henzel, c'est cette culture palliative. Derrière culture palliative, il y a déjà culture. C'est-à-dire notre société, qu'est-ce qu'elle dit de cela et pourquoi, on l'a bien vu avec vous, pourquoi c'est tant important? C'est tout à fait dans le prolongement de ce que Axel Kahn vient de nous dire. La culture palliative, c'est tout simplement être humain. Être humain, être le proche de celui qui vit ses derniers moments, qui va mourir et qui vit un moment qui est important. C'est pas rien de mourir. C'est une fin de vie. Les personnes ont souvent quelque chose à dire, à transmettre. Et le fait d'être dans un contexte de déni, de silence et de fuite, de ne pas pouvoir avoir un proche à qui on va exprimer quelque chose, mais aussi de façon aussi subtile soit-il, ça peut être un regard, ça peut être une pression de main, ça peut être une caresse. Mais tous ces gestes, ils sont irremplaçables. Ils sont irremplaçables parce qu'au fond, ils bouclent une vie. Moi, j'aime beaucoup cette expression de Michel de Musan, qui, dans un article qui s'appelait « Le travail du trépas », disait que finalement, tous ces derniers gestes, ces dernières paroles, ces derniers regards constituent une tentative, comme il disait, de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est une très belle expression, ça veut dire en fait comme si les personnes voulaient boucler leur existence, leur vie, pour laisser quelque chose à ceux qui restent. Donc c'est extrêmement important d'être le proche, de pouvoir
et s'asseoir, de pouvoir écouter, de pouvoir communiquer. Encore une fois, c'est pas quelquefois ça peut être extrêmement subtil, hein, mais pour pouvoir rester, s'asseoir, eh bien, il faut effectivement être aidé dans notre monde. Parce que moi, ce que j'ai observé quand j'étais psychologue en soins palliatifs, c'est que les gens avaient peur de rentrer dans une chambre, peur de s'asseoir au lit du mourant, peur de lui prendre la main. Et qu'on disait, mais il souffre. Mais c'était la plupart du temps une projection. Car dans l'endroit où j'avais la chance d'être psychologue, les traitements de la douleur étaient là et qu'il y avait, les personnes étaient soulagées. Mais on projette sa propre souffrance, en fait, de savoir que quelqu'un que l'on aime, effectivement, va nous quitter. Donc, il y a besoin d'accompagnement. Cette culture palliative, ça commence par une sortie du déni de la mort, ça commence par la parole. Si ceux qui travaillent dans un endroit où les autres vont mourir, et un EHPAD, c'est quand même un endroit où on va mourir, si ces personnes se parlaient entre elles, déjà, si elles parlaient de ce que ça leur fait, des émotions qu'elles ressentent, de ce que ça soulève en elles, de souvenirs peut-être, si on pouvait être humain, c'est-à-dire se parler de ce qui est quand même notre point, ce qui nous rassemble tous. On est tous très différents, mais tous on sait qu'on va mourir. Donc c'est ce que nous avons en commun. Pourquoi ne pas arriver à... Moi je dis souvent en riant, mais ça ne fait pas mourir que de parler de la mort. Et c'est une formule qui a l'air de plaire beaucoup, mais effectivement, ça ne fait pas mourir et je pense que ça humanise. Donc la culture palliative, ça commence là, par la parole. Je crois aussi que beaucoup de personnes, moi je défends l'idée que l'on délivre par la parole. Il n'y a pas que les médicaments qui délivrent. La parole, pouvoir dire au revoir, pouvoir dire... remercier quelqu'un, pouvoir lui dire au fond, tu peux y aller, tu peux mourir. Je reste avec ceci ou cela de toi. Hein, c'est très important. Et les gens savent faire ça quand ils sont prêts, quand ils laissent leur cœur s'exprimer, leur intuition, parce que je crois qu'il y a un bon sens et beaucoup de cœur chez les gens. Mais il y a une sorte de barrière qui est cette barrière du déni, du silence, et que je crois que malheureusement dans les institutions, souvent cette barrière, elle est là et personne n'ose la franchir. Donc il faut travailler justement à la faire disparaître progressivement. Et puis bien sûr, la culture palliative, c'est aussi s'appuyer sur les services compétents. Dans un EHPAD qui travaille avec une équipe mobile de soins palliatifs, donc avec des gens qui savent soulager, qui savent soulager non seulement la douleur, mais aussi les symptômes, qui savent aussi peut-être accompagner quelqu'un qui souhaite mourir dans son lit et ne pas le transférer au dernier moment aux urgences, ce qui est malheureusement trop souvent le cas parce qu'on ne sait pas que quelqu'un peut tout simplement s'éteindre doucement dans son lit. C'est quelque chose les personnes âgées rêvent d'ailleurs de cette façon de mourir. Donc, c'est s'appuyer sur les soins palliatifs, c'est recueillir aussi les souhaits des personnes. Notre loi, je le disais tout à l'heure, nous y oblige. Savoir comment la personne a envie de mourir. Est-ce qu'elle souhaite mourir dans son lit ? Il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est de lever toutes les idées fausses qu'il y a autour de la fin de vie. Parmi les idées fausses, il y a l'idée que quelqu'un qui cesse de s'alimenter, quelqu'un de très âgé, qui arrive tout à fait au bout de sa vie, qui cesse de s'alimenter, eh bien, ce n'est pas douloureux. Alors on essaye, dans notre société, on dit, vous vous rendez compte, mourir de faim et de soif, c'est affreux, mais on ne meurt pas de faim et de soif quand on est très âgé, que l'on glisse doucement, que l'on n'a plus faim, c'est une sensation. Et je pense que quelqu'un qui dit « laissez-moi tranquille, laissez-moi glisser doucement dans la mort, vérifiez évidemment que je ne souffre pas, accompagnez-moi, venez me parler, me toucher », c'est quelque chose que l'on peut faire dans son lit, chez soi et dans un EHPAD, on est dans son lieu de vie naturel. Et il faut sortir de cette idée qu'il n'y a que l'hôpital qui soit le lieu pour accueillir
des personnes qui terminent leur vie. Donc la culture palliative, c'est tout ça. Bon, peut-être que j'oublie certaines choses, mais bon. C'est bien, puis après il y aura des questions aussi. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de très important, ce que j'appelle un ethos d'équipe. C'est très important que dans un lieu où on accompagne des personnes qui vont terminer leur vie, que les soignants puissent se soutenir les uns les autres. C'est cet ethos de compassion. Parce que je parlais de la solitude des personnes en fin de vie, mais il y a la solitude des soignants, et c'est très important de créer cet ethos d'équipe, ce réflexe de solidarité, de compassion les uns pour les autres, parce que, comme le disait d'ailleurs dans le film tout à l'heure, il y a des personnes qui sont affectées par la mort d'une personne qu'on a accompagnée depuis des années, et ces personnes affectées, eh bien, elles ont besoin du soutien des autres. Merci beaucoup. Et on pourrait se dire, en vous écoutant, je pensais à cette notion d'accomplissement. Une vie accomplie qui se termine à un moment donné. Et donc, il faut bien dire au revoir pour que cette vie soit accomplie. Alors, on va passer, on pourrait dire, c'est un petit peu... Vous ne voulez pas que je vous parle des soins palliatifs? Alors, rapidement. Alors, très vite. Non, mais... je voudrais en parler tout de même, parce que j'adhère à ce qu'a dit, bien évidemment, Marie, mais je me place sur un autre plan, en réalité. Donc, je crois que ce sera complémentaire. Pour moi, principalement, les soins palliatifs, je n'aime pas le terme de palliatif, ce sont les soins adaptés à une phase de la vie ou de l'évolution d'un mal. Pour moi, essentiellement, qui ne suis pas un directeur de conscience, les soins palliatifs ne sont pas de préparer à la mort. Je comprends bien que la personne s'y prépare. Je comprends bien que, pour des raisons spirituelles, ces directeurs de conscience, ces prélats, ces philosophes l'y préparent. Mais moi, lorsque je suis face à une personne qui va mourir, je vais essayer avant tout de lui permettre de vivre totalement, pleinement, complètement. Pour moi, dans les soins palliatifs, il est aussi important de dire bonjour que de dire au revoir. Il est extrêmement important de dire bonjour, madame. Je vais vous ouvrir les volets, regardez le temps qu'il fait. Avez-vous entendu la mésange? Avez-vous entendu le merle? Même si, en effet, il y a toutes les raisons de penser que le soir, elle va s'endormir et elle va mourir. Si bien que, si l'on prend en compte les soins palliatifs, je voudrais avant tout que l'on évite, cela indique qu'il y a du travail à faire, la réflexion d'une soignante que j'ai entendue dans le film. La soignante a dit « Nous sommes un peu décontenancés, car nous, notre travail, c'est de soigner. » Eh bien, soigner une personne qui va mourir, c'est toujours la soigner. C'est le même travail. C'est dans la totale continuité. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de discontinuité. Et la raison pour laquelle, alors que j'adhère à ce qu'a dit Marie, je voulais prendre la parole, c'est que je voulais que cette vision fût complémentaire de celle de Marie. Mais je ne peux pas vous laisser entendre que les soins palliatifs, c'est ce que vous avez dit. Parce que les soins palliatifs, ce sont des soins continus. Et tout ce que vous avez dit sur entretenir, bien sûr, c'est la vie aussi. Hein, c'est la vie, c'est ouvrir la fenêtre, regarder le ciel ensemble. Ça fait partie de cet accompagnement. Donc, vous laissez entendre que ce serait une préparation avec des prélats. Mais il n'y a pas de prélats dans les soins palliatifs et il n'y en a pas dans les EHPAD. Donc, c'est une image qui fait du mal aux soins palliatifs. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Axel. Désolée. Allez, un petit retour. Non, oui. Vous m'avez mal compris sur un point. Ce que je veux dire, c'est que je suis naturellement très concerné par les soins palliatifs aussi. Je dirige un comité éthique et cancer, et nos cancéreux, évidemment, parfois, ils sont dans cette situation. Et je suis très attaché, en effet, à cette vision des soins palliatifs comme la continuité des soins. On est totalement d'accord dans la continuité, adaptée jusqu'à la mort. Et la vision que j'ai moins que Marie, et que je ne conteste pas pour ce qui la concerne, c'est la vision de ce que les soins palliatifs
seraient les soins de préparation à la mort. Je le dis franchement. Pour moi, les soins palliatifs ne sont pas les soins de préparation à la mort, ce sont les soins pour la vie dans des conditions particulières. Alors, ça me rassure un petit peu parce que je me disais, si à la fin on mange plus et tout ça, moi ce que j'aimerais c'est juste que vous me disiez bonjour, puis vous m'apportiez une dernière mousse au chocolat. Donc voilà, donc cet élément-là, je me dis, voilà, je serais bien. Donc en effet, c'est bonjour, c'est au revoir, mais il n'y a pas de au revoir s'il n'y a pas eu un bonjour. Et je pense que là-dessus, tout le monde, voilà, on sera d'accord. Alors, on va, et sans doute qu'il y aura du débat, il y aura des questions. Alors, on va continuer autrement. Eh oui, Gilles. Eh oui, il va falloir assurer maintenant. Hein. Voilà. Alors, on pourrait se dire, Gilles, c'est un clown. Alors, oui, un clown. Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire-là? La compagnie du bout du nez, on s'est rencontrés à Toulouse il y a quelques temps, ça a plus de 20 ans. Et la première question, évidemment, toute bête, c'est pas un petit peu paradoxal, après tout ce qui a été dit, d'associer clown, qui normalement a un rapport avec le rire, avec ce qu'on a dit, soins palliatifs, la mort, et ainsi de suite. Question simple. Hein. Oui, très simple. D'abord, avant tout, je voudrais remercier de m'avoir invité et d'être présent et de vous entendre. J'étais très impressionné avant de venir. Je le suis encore plus maintenant. Des clowns, dans les milieux de soins, vous en avez tous entendu parler. Quand la compagnie a démarré il y a une quinzaine d'années sa pratique, elle s'est naturellement tournée. On est sur le Tarn-et-Garonne, donc dans le sud-ouest de la France, vers des lieux de soins. Et on s'est aperçu qu'il y avait une demande dans un espace, a priori, qui n'était pas vraiment un espace habituel pour les clowns, c'est-à-dire les maisons de retraite. Dans cet espace-là, on s'est aperçu que le clown pouvait avoir une place. Dès la première rencontre, c'est d'abord la surprise. La surprise parce que qu'est-ce qu'on vient y faire dans ces lieux-là? On peut le comprendre par rapport aux enfants, voilà, parce qu'on associe souvent le clown à l'enfance, au fait que effectivement le mode de l'enfance c'est le monde ludique, une communication, une relation, le jeu, etc. Et qu'un enfant hospitalisé, effectivement, eh bien, on peut le comprendre, mais une personne âgée, est-ce que vous n'allez pas les infantiliser? Ça a été vraiment la question au début. Est-ce que pour le coup, vous n'allez pas, comment dire, les bêtifier? Alors, peut-être pour introduire ça, c'est de revenir un peu à c'est quoi ce personnage? C'est qui, le clown? En tout cas, dans notre pratique, l'idée, c'est que c'est un personnage qui est naïf et qui regarde le monde de façon naïve. Naïf, ça veut dire qu'il regarde le monde merveilleux, dans le sens où tout est merveilleux. Et de se laisser émerveiller par ce qui est. Et la première chose qui est dans un établissement comme ça, ben c'est des rencontres, c'est des gens. Et donc, du coup, aller à la rencontre des gens qui, pour le coup, on nous avait dit, vous savez, c'est pas facile, hein, ils ne communiquent pas. Ah, ils ne communiquent pas. De s'approcher, de s'apercevoir qu'on peut, comment dire, avoir comme ça un regard. Alors, on voit bien que ça communique. Et du coup, on est rentré par cette porte-là. On a commencé à surprendre. Et de cette surprise, on s'est aperçu que, comment dire, il y avait de la surprise également pour les personnes qu'on rencontrait et qu'on venait probablement animer quelque chose là. Que ça changeait, enfin ça venait surprendre les équipes soignantes, les familles qui pouvaient être là. Et que du coup, notre place à nous, elle était peut-être parce que justement dans un établissement comme celui-ci, où tout est, comment dire, chacun a sa tâche, chacun doit faire quelque chose, eh bien peut-être que nous, on n'avait pas grand-chose à faire en fait, juste à être là. Voilà, je vais peut-être juste conclure là, parce que c'est que l'entrée. Hein. Oui, c'est ça, c'est juste le début, c'est vraiment pour nous une mise en bouche.
La première animation qu'on m'a demandé de faire justement par rapport à ce propos, c'était de dire mais comment vous présenteriez votre pratique, et de dire voilà, peut-être notre pratique dans un milieu hyper fonctionnel, c'est justement de ne venir rien faire. Et donc d'être là, d'être le grain de sable qui fait que la machine, en fait, elle ne fonctionnera pas comme d'habitude. Et donc de venir créer de l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sorte de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus comme d'habitude, tout simplement parce qu'il y a un personnage un peu incongru qui est là et qui n'a pas sa place en principe à être là. Alors, ce personnage, en principe, ne devrait pas être là, il y est. Et puis il y a encore en principe, il devrait être encore moins là, c'est face à la fin de vie. C'est encore plus improbable. Comment ça s'est fait et comment, très concrètement, ça se construit à la fois avec les acteurs, les personnels, les familles et bien sûr les personnes concernées. Et puis l'autre élément, c'est comment vous-même, parce que vous n'y arrivez pas comme ça, il y a aussi votre propre réflexion. Il y a le métier, il y a le talent, il y a le travail, mais il y a quelque chose de bien plus important encore. C'est l'émotion, c'est l'âme, c'est le corps. Et comment tout ça, dans cette équipe, au bout du nez, comment vous avez fait? Alors, derrière le mot clown, j'imagine que chacun a une représentation de ce personnage. Donc on va passer au film. Merci. Mais c'est très bonne idée. Et c'est bien aussi, c'est une coupe. Il y a une urgence. C'est en les voyant travailler que la surprise se fait. Ça va? J'ai vu à chaque fois beaucoup de délicatesse, beaucoup d'élégance, beaucoup d'humanité, un vrai travail de professionnel là-dessus. Dans leur technique de clown, ils étaient surtout dans le fait de solliciter la personne et de lui demander de l'aider, de faire avec elle. Comment on va faire? Ça aussi, c'est un élément important pour les soignants, d'inverser un petit peu les choses et de solliciter l'aide de la personne Alzheimer pour qu'elle aide le soignant à l'aider. Ça, c'est bon, ça. Ouais! Il manque pas quelque chose, là? On intervient un jour dans une chambre, la personne a les yeux fermés. Ah. Elle est peut-être en train de dormir. Mais on ose. Et donc on s'approche. Puis un peu de jalousie aussi, parce que parfois on aimerait bien faire le clown aussi, mais ils ont tous les droits, eux. En fait, ces droits leur permettent de communiquer plus facilement, oui, c'est sûr. Si je fais pas bien, faut me dire, hein. Parce que moi, des fois, je fais des... Tu me prends dans tes bras, que tu me dis tout bas. La vie, elle existe jusqu'au bout. Et en tant qu'artiste ou clown aujourd'hui, on essaye d'être juste le passeur de ça. Bye bye. Merci, hein. On peut applaudir du coup. Et c'est amusant Axel Kahn parce que la dernière phrase, la vie jusqu'au bout, faisait aussi référence à ce bonjour et à ce au revoir. Alors revenons maintenant à ce travail. On a vu et je crois qu'en effet il fallait vous regarder. Et puis il voulait absolument qu'on le voit avec son nez rouge quand même. Voilà. Donc comment ça s'est passé progressivement d'aller sur ce terrain-là, qui est encore moins attendu que le terrain des maisons de retraite? Alors, de la rencontre. Il s'agit de rencontre. Comment dire, c'est pour ça que je voulais vous donner à voir des images, parce que je pense que pour que des équipes, pour que des directions acceptent effectivement d'envisager qu'on puisse intervenir dans une unité de soins palliatifs, ça ne se fait pas uniquement parce que, comment dire, j'ai un beau sourire ou voilà, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et pour ça, il faut effectivement que les personnes voient, se sentent touchées. Ça a été le cas, et de prendre le risque aussi de se dire que nous inviter à venir dans ces lieux-là, ça va forcément
changer les choses, bousculer des regards, nos représentations. Et c'est le cas. Ça a été le cas. Et c'est encore le cas. Ce n'est pas évident d'imaginer que le clown, qui représente, on va dire, la vie dans les sens, effectivement, voilà, ça fait du bruit, ça prend de l'espace, comment dire ça, les clowns, ils dérogent un peu au niveau des règles, hein. Et donc du coup, effectivement, eh bien, ça change un peu les représentations par rapport à ce qu'on peut attendre de la gravité dont j'entendais tout à l'heure parler par rapport à ces moments effectivement de la vie un peu particuliers. Le fait qu'on puisse aller dans ces lieux-là et qu'on nous offre ça, c'est aussi l'occasion de voir que ce qu'on cherche à accompagner, et peut-être, c'est là, j'entendais tout à l'heure, comment dire, les limites, dépasser ces limites-là pour pouvoir accompagner les personnes dans des formes de célébration. Moi, c'est le mot qui me venait, j'entendais des rituels, mais là, il y a aussi l'idée de célébrer. Célébrer, probablement les clowns peuvent participer à ça. Et je vais juste prendre un exemple pour illustrer. On est en intervention donc, dans une unité de soins palliatifs et il se trouve que la personne qui est là, c'est une jeune dame qui est en phase terminale et elle vient de se marier. Elle s'est mariée il y a 2 jours avec son compagnon. Et il est vraiment important pour elle de nous dire ce mariage. On voit que pour lui, c'est un peu plus compliqué. Les parents sont là. Et du coup, on entend bien effectivement la demande de célébration. Donc on rentre là-dedans, il y a eu la chose officielle, on n'était pas là, mais on a permis à cette personne-là, elle a voulu absolument nous remontrer sa robe, elle a voulu, voilà. Et on a du coup amené cet instant de célébration, de poésie, on est rentré dans le jeu là, avec elle, en regardant aussi que pour lui c'était un peu plus difficile. Voilà, en essayant d'accueillir aussi ces choses-là. Parce que c'est pas évident. Il y a tout ce qui se mélange sur le même plan. D'un côté, il y a de la gravité, et de l'autre côté, il y a effectivement de la vie. De la vie avec de l'envie, avec du désir, avec quelque chose qui a envie de se manifester. Voilà, et c'est probablement ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie reconnaissance de l'équipe avec laquelle on travaille sur Toulouse, de notre pratique, qui s'intègre aujourd'hui pleinement dans la culture palliative pour accompagner effectivement les familles et les patients qui sont là. Mais c'est-à-dire que l'équipe elle-même, les femmes et les hommes qui constituent cette communauté, qui accompagne et qui, elle, reste et puis devra refaire, du coup, elle a dû aussi évoluer, elle a dû aussi avancer. Et comment il y a, au-delà de votre intervention, comment il y a un dialogue entre vous? C'est là où on est sur un projet d'abord qui s'inscrit dans le temps. On ne vient pas une fois. On inscrit une durée, parce que c'est dans la durée que les choses se passent. Ça se passe par une rencontre avec les équipes et toute une démarche collaborative. Par exemple, pour vous décrire un petit peu, pour vous donner peut-être un peu plus d'éléments pour le comprendre, on ne va pas bien évidemment en intervention sans avoir eu une transmission de l'équipe soignante. C'est vraiment important. C'est important pour plein de notions, parce qu'il y a des fois des choses médicales, mais parfois c'est aussi de nous avertir qu'effectivement il y a des choses difficiles. Voilà. Et donc tout ça, c'est de la rencontre. Derrière chaque intervention, il y a également une rencontre des comédiens avec l'équipe soignante pour dire comment ça s'est passé. Parce que des fois, parfois les soignants assistent ou participent, mais des fois, quand la porte est fermée, ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Et parfois, c'est utile aussi pour eux. Voilà, d'entendre, par exemple, que dans la transmission, on avait une personne qui était plutôt dans le déni de ce qui se passait pour elle, et de s'apercevoir qu'avec les clowns, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont pu s'exprimer, et que l'équipe puisse entendre ça.
c'est aussi important parce qu'il y a un cheminement forcément qui s'opère. Voilà, et que ce n'est pas à nous de le garder. On fait partie d'un projet ensemble avec l'équipe. On fait des bilans régulièrement, et ces bilans nous permettent également, je ne vous cache pas que les premiers 6 mois, on a eu des tas de discussions justement par rapport à notre présence sur les transmissions. Oui, mais est-ce qu'ils ont comment dire, le secret professionnel? Est-ce qu'ils sont habilités à ça? Les clowns, les comédiens? Est-ce que pour le coup, c'est bien, c'est quand même, ils viennent dans notre espace de soignants? Je veux dire, est-ce qu'ils sont légitimes par rapport à ça? Voilà, il a fallu négocier, il a fallu discuter, il a fallu montrer effectivement qu'on avait un professionnalisme, qu'on a un code de déontologie, qu'on est soumis au secret professionnel, qu'on est formé à ces pratiques-là, qu'on est formé à avoir justement des connaissances sur le milieu de soins, mais également sur les pathologies. Enfin voilà, donc c'est un vrai métier, c'est pas juste, comment dire, un amusement, pour que effectivement s'opère peu à peu une appropriation du projet. Et aujourd'hui, on est vraiment intégré dans cette équipe à tel point que les transmissions de retour, on nous a donné autorisation de pouvoir tracer directement dans les cahiers des patients. Et les soignants sont attentifs effectivement au retour qu'on peut leur faire, parce que ça participe effectivement au projet de soins, et le soin dans un grand, comment dire, au sens large du terme. C'est amusant parce que vous n'êtes pas des soignants, mais tout simplement vous participez à quelque chose qui est beaucoup plus riche, qui est la notion de care ou la notion d'éthique de la sollicitude. Vous participez de cela, participez de cette éthique-là. Et donc il ne s'agit pas de prendre quoi que ce soit par rapport aux soignants, mais vous êtes bien dans... Et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un mot que vous utilisez qui est du coup, à mon sens, pas approprié. Vous avez parlé d'animation, vous n'êtes pas du tout dans l'animation, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus fort. Vous êtes une forme d'accompagnement, vous participez à ce mouvement. Alors, on a eu là vraiment, je crois, 3 regards d'une richesse incroyable. On va poursuivre. On va poursuivre à travers, certainement, vous avez les uns et les autres envie de questionner, envie de réagir, envie peut-être de dire des choses. Bah, c'est le moment ou jamais. Donc, profitez-en. La parole circulera. Il doit y avoir des micros, et sinon, il y a le mien. Bonjour, Valentine Gameau. Je vais être volontairement un peu provocatrice. Où est le prêtre? Où est l'imam? Où est le rabbin? Est-ce que ce n'est pas un peu les grands absents de vos propos? Ces personnes qui autrefois étaient des passeurs, dont l'arrivée signifiait quelque chose. Est-ce que les mettre en dehors de l'EHPAD, est-ce que c'est pas aussi empêcher ce passage qui autrefois finalement, même qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, avait une fonction dans notre société? On a chassé les prélats et on a mis en avant la science. Alors je crois qu'on va y revenir, mais le terme chassé, à mon sens, est vraiment de trop. Personne n'a été chassé, mais je crois que vous allez... Non. Non, mais ils n'ont pas été chassés. Et c'est la liberté des personnes. Une personne peut demander à ce qu'un imam, un rabbin, un prêtre viennent à son chevet. Et l'EHPAD ne peut pas s'y opposer. Nous sommes dans un pays dans lequel, d'ailleurs, l'aide spirituelle fait partie, dans la définition des soins palliatifs, le soutien spirituel fait partie de la souffrance globale, du soutien, mais c'est à la demande des personnes. Il n'y a pas, effectivement, on ne va pas, il n'y a pas je dirais en permanence, et c'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure, il n'y a pas de prélat dans les EHPAD ni dans les unités de soins palliatifs, mais c'est à la demande des personnes. Alors là, ça rejoint la question de la culture, de la spirituelle de la personne. C'est très personnel, très intime, et on n'a pas à se mêler de cela, parce que nous sommes dans des établissements qui sont des établissements laïques, nous sommes dans un pays dans lequel la laïcité fait qu'on ne va pas, instituer la présence
d'un homme religieux à l'intérieur d'une institution. Mais il n'est pas chassé. Voilà. Sophie, peut-être si je peux juste donner un témoignage, cette fois-ci de non-français, en fait. Moi, je rebondis sur ce que vous dites, qui est effectivement, Marie vient de le dire, est très propre à la culture laïque et à la façon dont la France pense sa culture laïque. Si vous allez juste un peu plus au nord et à l'est, en Allemagne, où nous avons, en tant que Corian, nous avons aujourd'hui plus de 230 établissements, donc des maisons de retraite. Je suis à chaque fois extrêmement frappée de voir que dans nos établissements, qui ont tous des histoires différentes, il y a toujours un lieu qui est une chapelle. C'est vrai d'ailleurs également en Belgique, qui est en réalité une salle d'activité et qui a un usage de chapelle, d'ailleurs protestant, culte protestant, catholique essentiellement. Et que chaque année, en Bavière, les chambres de ceux qui le souhaitent, bien sûr, sont bénies avec la date marquée à la craie. Bref, je dirais la présence religieuse et le choix par chacun de pouvoir pratiquer son culte, y compris sur place, est complètement fait partie intégrante de l'organisation de la maison. Et donc, je pense que c'est quelque chose de très culturel et très propre en fait à la manière dont la France, en tout cas depuis le début du XXe siècle, a finalement embarqué la laïcité, y compris dans des lieux de soins publics ou privés d'ailleurs. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que là, je parle toujours encore au nom de Corian. Bien entendu, non seulement nos directeurs d'établissement, nos soignants ne s'opposent, bien sûr, ne sauraient s'opposer, mais par ailleurs, bien sûr, le facilite à chaque fois que c'est possible, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez raison. C'est quelque chose c'est évidemment une dimension qui a tout à fait droit de citer dans les établissements, et encore une fois, dans le strict respect de la liberté et du respect des croyances de chacun. Simplement un témoignage, car je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Marie et par Madame. Le témoignage, toujours pour revenir à Saint-Alban de Limagnol. L'une des premières mesures, il y en a eu beaucoup, mais l'une des premières mesures qui a été mise en œuvre pour marquer cet effort de réhumanisation à Saint-Alban de Limagnol a été de refaire, d'ailleurs de manière extrêmement belle, dans la pierre très typique du pays, de refaire la chapelle et de permettre aux aliénés d'assister aux messes qu'ils voulaient, notamment à la messe de Pâques et de Noël. Et cela a été quelque chose d'extrêmement important. Bonsoir, je suis là. Donc Laure Merly de Corian. D'abord, je vous remercie de parler de la mort de façon aussi belle, parce que c'est un bel acte, un bel hymne à la vie, je dirais, d'en parler de façon aussi belle. La seule chose, c'est que la mort, c'est un accompagnement, et je trouve qu'on en parle beaucoup. Vous magnifiez la façon dont on accompagne la mort, mais après, il y en a qui restent. Et c'est ça aussi qui est difficile, tant en établissement pour les soignants que pour les familles. Alors, on disait qu'il ne faut pas prendre la place du mort trop vite. Vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on remplace, qu'il y a un certain rite aussi vis-à-vis de la chambre. Mais il faut accompagner tous les soignants tout le long. C'est ça aussi qu'il faudrait qu'on approfondisse. Quand j'ai évoqué l'éthos d'équipe et la compassion d'équipe, c'est de ça dont je parlais. Quand je travaillais en soins palliatifs, nous avions un rituel laïque de deuil toutes les semaines où nous évoquions la mémoire des personnes qui nous avaient quittés. Alors évidemment, nous en avions beaucoup, une vingtaine par mois. Donc cette réunion, je dirais toutes les semaines, avait tout son sens. Mais je pense qu'on pourrait très très bien instituer, ne serait-ce qu'une réunion mensuelle, pour que les soignants puissent parler et déposer quelque chose concernant les personnes auxquelles qu'ils ont accompagné, qu'ils ont soigné. Oui. Merci. Alors, je crois que sur les réseaux Internet, on a une remarque ou quelque chose qui va un petit peu dans le même sens. Donc, on va la prendre. Et ensuite, une autre question de la salle. Alors, je suis intimement convaincu que la priorité doit être donnée aux collaborateurs, puis bien évidemment les résidents, les familles. L'accompagnement de nos défunts reste l'accompagnement d'âme que nos collaborateurs accompagnent quotidiennement. Bon. C'est un témoignage. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de hiérarchiser qui doit passer avant, après. C'est l'éthos en question, il participe de tout le monde, quoi. Il n'y a pas de, voilà, il n'y en a pas avant ou après. Alors,
On avait une question dans la salle. Oui, bonsoir. Donc j'avais une question, je suis Nir Cambert-Rouget de l'INSEC Paris, je suis étudiant. J'aurais aimé savoir, est-ce que, c'est une question plutôt philosophique, est-ce que la mort a un âge particulier? Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre votre question. La mort a un âge très ancien, puisque pratiquement toutes les formes de vie meurent. Il y a des colonies immortelles, mais les individus des colonies bactériennes qui ont précédé l'apparition des êtres supérieurs mouraient bien, se divisaient avant de mourir, mais mouraient bien quand même, et les colonies mouraient, etc. Donc la mort est indissociable de la vie. De la même manière qu'il est difficile de concevoir le bien s'il n'y a pas de mal, il est très difficile de concevoir la vie sans qu'il y ait la mort. Et évidemment, il est impossible de concevoir la mort sans qu'il y ait la vie. Et donc, on va dire qu'il y a une consubstantialité. Maintenant, l'autre question, qui est celle que vous posez réellement, c'est la prise de conscience de la mort. Évidemment, on ne le sait pas. On le sait à partir des premiers signes de rites funéraires. C'est parfaitement clair que l'homme de Néandertal, aussi bien qu'Homo sapiens, il y a plus de 100 000 ans, a des rites funéraires qui sont très élaborés. Mais on a beaucoup d'arguments pour penser que Homo erectus, il y a 250 000 ans, avait déjà des rites funéraires. Il y a notamment un lieu d'ensevelissement qui a été découvert, qui correspond à des erectus, où la position fétale, la disposition des squelettes ne peut être comprise sans qu'il y ait eu une ritualisation de cette disposition. Et évidemment, cela est totalement essentiel parce que cela marque le début incontestable de la conscience de la valeur associée à la vie, puisque sa disparition mérite réellement qu'on la ritualise. Il y a également un autre phénomène, c'est que sans doute la grande propension à la religiosité de la totalité des êtres humains est indissociable de la conscience que l'on a de sa mort. En effet, rien quand on vit n'est aussi épouvantable que de voir l'avenir de son corps qui va se déliter et qui va in fine pourrir, se liquéfier dans des odeurs nauséabondes. C'est une vision extrêmement désagréable. Si bien que pour arriver à vivre, c'est-à-dire à échapper à l'horreur de cette vision, j'imagine que les sociétés humaines ont très tôt eu la tendance à transformer la mort en le passage en un autre état éventuellement plus désirable de l'être. Avant les religions, c'est l'esprit chamanique, dont on sait qu'il est sans doute universel. Donc, comme je l'ai dit, la conscience de la mort est un phénomène totalement essentiel dans l'histoire d'évolution de l'humanité. Merci beaucoup. Il n'y a pas de culture sans culture de la mort, d'une certaine manière. Alors, une intervention encore sur les réseaux sociaux. Donc, elle va apparaître si tout va bien. Voilà. Les EHPAD ont une image négative par cette problématique de fin de vie. Comment pouvons-nous changer le regard sur la mort, les regards sur la mort? Moi, simplement, très rapidement, cela montre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui. Honnêtement, parce que si parce qu'on meurt dans les EHPAD devraient avoir une vision négative, c'est épouvantable. Ça veut dire qu'en effet, cela confirme ce par quoi vous avez commencé votre propos, vous avez posé la question à Marie, à savoir quelle est l'origine de ce déni de la mort. Pour quelle raison on la cache? Serait-elle épouvantable? Serait-elle redoutable? Au point où un établissement où l'on meurt deviendrait quelque chose de terrible, réellement. Une des gloires des EHPAD, réellement, c'est que c'est un des endroits, des EHPAD de tous les lieux, en réalité, ça peut être vrai des familles, c'est l'un des endroits où on meurt puisqu'il faut bien mourir, mais avant que de mourir, on vit intensément. Et ça, c'est un titre de gloire. Sinon, d'ailleurs, il faudrait aussi, pourquoi pas, interdire les cimetières. Parce que mauvaise image des cimetières, puisqu'il y a des morts. Ah bah de plus en plus, on brûle, vous savez. Oui, c'est vrai, c'est une autre manière. Mais c'est aussi les lieux de recueil et de vie. Même un cimetière, c'est aussi un lieu de vie avec le respect qu'on lui doit. Est-ce qu'on a pris pas mal de... Allez-y.
Oui, juste un mot. Dans le laboratoire de psychanalyse dans lequel je suis, le concept que nous étudions, c'est la conviction d'immortalité. C'est-à-dire, je crois que ce concept est intéressant parce que pour finir, il a flotté dans les questions qui ont été posées. C'est-à-dire, peut-on vivre sans être convaincu d'immortalité, que l'on ne mourra pas? Et au point que Freud, en pleine guerre de 14, a travaillé le fait qu'il n'y a pas de représentation de la mort dans l'inconscient, ce qui va quand même très loin, et ce qui a véritablement choqué, bien entendu. Mais alors cette conviction d'immortalité amène à la question, peut-on vivre sans être convaincu de notre immortalité? Pardon, peut-on monter à l'Everest si on n'est pas convaincu qu'on n'y mourra pas? Et je parle là des conduites à risque, mais même dans la vie quotidienne. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en parler de la mort, comme Marie a développé le terme tout à l'heure. Ça veut dire au contraire que les rituels qui entourent la mort, les rituels d'enterrement, sont des rituels qui vont encore renforcer cette conviction d'immortalité. Et grâce à cette conviction d'immortalité, on doit sans doute parler de la mort au présent. Mais ça ne veut pas dire que nous allons mourir. Au contraire, ça nous défend de la mort. Vous voyez, ce terme, je trouve très intéressant, de la conviction d'immortalité, qui est à la fois qui est une justification des rituels dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et une conviction également personnelle dans le dialogue à différents âges de la vie. Nous avons beaucoup travaillé ça au niveau de l'adolescence, comme une sorte de lorsque cette conviction n'est pas suffisante, l'adolescent a des risques de se suicider. Bon, c'est une analyse donc des conduites suicidaires de l'adolescent, un peu là je la résume beaucoup, mais c'est à partir de ces idées-là qu'on a beaucoup discuté. Donc je crois que le terme de conviction d'immortalité, qui n'a pas été prononcé, me semble très important dans le dialogue. Marie, allez-y. Oui, ce que Philippe Gutton vient de dire, ce texte de Freud, qui est Considération sur la guerre et la mort, est effectivement un texte tout à fait étonnant. En 1913. Quand on sait que Freud était athée, et qui dit, effectivement, dans notre inconscient, nous sommes conscients de notre immortalité. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que on n'a pas, comme l'a dit Philippe, on n'a pas de représentation de la mort dans l'inconscient. Et il y a une formule d'un poète, Max Paul Fouché, qui disait « Mourir existe, la mort n'existe pas ». Nous fonctionnons comme ça. Nous savons que nous allons mourir. Et en même temps, dans notre inconscient, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de « la mort n'existe pas ». C'est-à-dire la vie est plus forte que la mort. Et ça se manifeste. Moi, c'est ça que je voudrais dire, c'est que moi qui ai pendant 10 ans été la proche de beaucoup de gens qui ont terminé leur vie, eh bien, j'ai vu des scènes tout à fait étonnantes de personnes qui étaient à 2 ou 3 jours de leur mort et qui disaient le matin à l'infirmière, je voudrais porter telle robe une fois que je serai morte et je voudrais être enterrée dans cette robe-là, je l'ai fait porter. Donc il y a des détails qui montrent que la personne sait qu'elle va mourir. Et puis l'après-midi, peut-être parce qu'il y a un rayon de soleil qui arrive dans la chambre ou qu'on a reçu une visite qui a fait du bien, la même personne dit « Quand j'irai mieux, je deviendrai bénévole ». Donc, on est un peu dérouté par rapport à cette... Et Freud parle de coexistence de 2 pensées qui cheminent côte à côte. Il parle du clivage du moi. 2 pensées. Une pensée qui dit « Je sais que je vais mourir » et l'autre pensée qui dit « Je n'y crois pas ». Donc c'est très intéressant ce clivage du moi, parce que moi je l'ai vu, vraiment j'en ai eu des exemples multiples de personnes qui ont ces 2 pensées qui cheminent côte à côte, qui n'ont pas de lien entre elles, où on peut à un moment donné dire « je sais que je vais mourir » et à un autre moment avoir le sentiment que la vie ne peut que continuer. Merci Marie, merci de cette question également extrêmement importante et qui est pour moi un sujet de réflexion depuis fort longtemps et d'écriture. Je vous demande de considérer le tableau de Courbet
un enterrement à Ornans. Essayez de vous le remémorer. Un rite catholique mortuaire typique. Et il n'y a pas de doute, je l'ai dit il y a un instant, que probablement l'universalité de l'aptitude à la pensée chamanique, magique, religieuse et le développement de la symbolique mortuaire est lié à ce désir d'immortalité pour exorciser l'angoisse de la mort. J'en suis convaincu. Revenons au tableau de Courbet. Il y a le curé, il y a les enfants de chœur, il y a les fidèles qui, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais participent. L'âme du mort va monter au ciel, il va connaître une vie éternelle, son corps ressuscitera, etc. Et puis Courbet, qui lui-même était un républicain fort athée, a peint deux républicains qui sont habillés en républicains. Ils ont un tricorne, ils ont des guêtres, ils ont une redingote, ils sont vraiment habillés en costume de républicains, supposément totalement laïques. Or, ces républicains, qui sans doute ne croient pas à la vie éternelle, ne croient pas à la continuité de l'être, pensent qu'il va se dissoudre dans l'humus du sol, sont aussi émus que les autres. Et ce tableau est absolument essentiel car il marque une transition essentielle dans le sens des rites mortuaires. Dans un premier temps, des rites qui marquent la continuité de l'être d'une vie terrestre à un état plutôt supérieur. Et de l'autre côté, même si on n'y pense pas à chaque instant, Marie a totalement raison, une reconnaissance et une conscience de ce que l'on va mourir, mais qui n'annihile en rien l'importance du rite mortuaire, puisqu'il est là pour justifier profondément la vie. Mais vous avez néanmoins raison sur un point. Même ce qui est mon cas, qui a une totale certitude qu'il va mourir et qui ne fait strictement aucune hypothèse sur ce qui surviendra après, qui est plutôt ravi à l'idée de se fondre dans l'humus du sol. L'idée qu'il y aura de moi une part d'immortalité qui n'est pas les gènes, ce serait vulgaire que d'en parler, qui est éventuellement le souvenir de moi que garderont les gens qui m'ont aimé, éventuellement le souvenir de moi que garderont ceux qui auront eu à connaître de ce que j'ai pu faire ou dire, est un élément par lequel cette notion d'immortalité existe. Le dernier livre que j'ai écrit est consacré à mon père, qui ne croyait pas plus à la vie éternelle que moi, il était plus spiritualiste que moi. Et j'ai pris la décision de le faire revivre, de lui redonner vie, totalement. Et je lui ai redonné vie de la seule manière qui, pour moi, est disponible pour rendre vie à quelqu'un, c'est-à-dire par le biais de la littérature comme support idéal et privilégié de la mémoire. Donc, pour moi, si je puis éventuellement exorciser l'idée d'une mort définitive, qui est la dissolution complète de l'être, c'est uniquement par le biais de la continuité, au moins partielle, de l'esprit que cela passe. Merci. Je crois que on va demander à Juliette Viat qui dirige la revue Géroscopie. Donc je la remercie aussi d'être présente, qui est un des magazines absolument phares du secteur. Donc merci aussi de nous accompagner. Cette présentation. Moi, je vais avoir deux questions qui sont un peu moins philosophiques, qui vont revenir plus à la vie dans les EHPAD. La première, c'est quelle est la formation des soignants en matière d'accompagnement de la fin de vie ? Et je pense notamment aux singularités des rites funéraires, ou en tout cas des préparations. C'est-à-dire qu'on n'accompagne pas un musulman ou un chrétien de la même manière. Donc ça nécessite... Alors je ne parle pas de religion, je parle vraiment de gestes et de respect de la décroyance et de la personne. Ça, c'est ma première question, parce que c'est vraiment cette singularité-là qu'on essaye de défendre et de promouvoir. Et ma seconde question, elle est sur la place qui est faite, qui est laissée aux soins palliatifs.
Aujourd'hui, il y a un débat avec, qui se réouvre avec les questions de bioéthique. On voit émerger tout un tas de croyances, d'affirmations autour du suicide. Or, on sait quand même que dès que les gens sont soulagés de la douleur, ils ne demandent plus la mort. Donc, on sait que les soins palliatifs ont une utilité évidente. Comment ça se fait que ça ne se développe pas davantage? Quelle est leur place, leur présence en EHPAD? Est-ce qu'on permet aux équipes mobiles d'intervenir facilement? Comment on fait appel à elles? Alors, pardon, c'est des questions un peu concrètes, mais je crois que... en tout cas, c'est des questions que nous, nos lecteurs, se posent. Donc, si vous voulez bien y apporter des réponses. Alors, peut-être la réponse que je peux vous donner, ça fait plusieurs... À un moment donné, j'ai fait un tour de France des régions pour évaluer justement la culture palliative dans les régions, la façon dont on avait compris et appliqué la loi Leonetti. Et je me suis aperçue d'une chose qui reste vraie, c'est l'extraordinaire hétérogénéité justement de ces formations et de cette collaboration avec les structures de soins palliatifs. Il y a des régions dans lesquelles on est plus développé et d'autres moins, beaucoup moins. On trouve exactement la même, je dirais, le même écart dans la formation des médecins. Vous savez qu'il y a des facultés dans lesquelles un médecin a 40 heures de formation à la douleur aux soins palliatifs et d'autres dans lesquelles ils n'ont que 2 heures. Vous imaginez bien que le médecin qui n'a eu que 2 heures n'est pas du tout aussi formé que celui qui en a eu 40. Les infirmières, le personnel soignant est en général assez bien formé parce que les IFSI donnent une formation et je pense assez homogène, hein, par contre. Mais le problème est que les directeurs, souvent, des établissements n'ont pas forcément été formés du tout et que ces décisions, par exemple, de donner une formation sur les rituels, sur les différentes façons justement de respecter la spiritualité des résidents, c'est quelque chose peut-être qui fait partie des choses qu'on pourrait instituer, on pourrait en tout cas vérifier qu'il y a eu une formation autour de ça. Et puis, il y a des EHPAD qui ont une convention. Alors, il suffit je pense que c'est assez simple d'établir une convention avec une équipe mobile de soins palliatifs, avec un réseau de soins palliatifs, mais que c'est aussi très irrégulier. Mais là où il y a une convention, on peut espérer que quand une personne arrive à la fin de son existence et qu'elle a besoin de traitement de la douleur, qu'elle a besoin d'une consultation qui permet de se dire voilà ce qu'il faudrait pour que cette personne puisse, comme elle le souhaite, ne pas souffrir, ne pas être prolongée, comme disent les gens, ne pas subir d'obstination déraisonnable. Eh bien, c'est quand il y a une convention, en général, ça se passe bien. Bon, je sais, voilà, c'est très concret, mais je crois que la vérité, c'est cette hétérogénéité. Et mais pourquoi il n'y a pas plus de conventions, en fait? Ces conventions sont évidemment souhaitées. Hein, il y a aussi la question de l'infirmière, vous savez, de l'infirmière de nuit, hein, qui est une vraie question. Il y a une infirmière de nuit dans les EHPAD. Je ne sais pas si Sophie veut dire quelque chose par rapport à ça, mais je pense que on sait qu'il y a un certain nombre de points obligés pour que ça se passe bien. Mais voilà. Alors, est-ce que ça vient... C'est là que je ne sais pas vraiment vous répondre parce que je ne sais pas si c'est une volonté de la direction. C'est pour ça que je fais appel à Sophie parce que sur le plan concret, je ne sais pas vraiment la direction, c'est moi, ça m'arrive, je comprends. Alors, donc, je vais essayer de répondre. Je pense que vous avez évidemment vous touché une question essentielle et très, très simplement et pragmatiquement. À chaque fois que c'est possible, il y a des conventions avec des services de soins palliatifs, mais simplement quand on regarde aujourd'hui le nombre de services qui assurent une unité mobile de soins palliatifs et le nombre d'établissements et le nombre de médecins et d'équipes soignantes disponibles, et ça suppose, vous l'avez dit l'un et l'autre avec vos mots, ça suppose du temps et de la présence, ce que vous avez dit aussi.
Je pense que c'est tout simplement la difficulté à laquelle on se heurte aujourd'hui et à laquelle on risque de se heurter de plus en plus, c'est à l'insuffisance du nombre d'unités de soins palliatifs disponibles. Et ça, je veux vraiment le dire fortement. Moi, c'est quelque chose, et c'est, encore une fois, on est vraiment nos échanges ce soir sont vraiment sur la question essentielle, la seule qui fait du sens, en fait, et la seule dont on ne parle pas dans les débats actuels sur le malaise des EHPAD. Moi, je voudrais dire d'ailleurs que s'il y a bien quelque chose, en réalité, qui explique aujourd'hui le malaise des EHPAD, c'est précisément cet escamotage dont on vient de parler ce soir. Et on ferait bien de se poser sur cette vraie question-là, plutôt que de débattre à l'envi de normes techniques sur le nombre de toilettes. C'est horrible quand on y pense. On passe complètement à côté de ce qui est la question essentielle aujourd'hui en débat et qui est celle, en réalité, qui rend tout le monde très, très mal à l'aise parce que simplement, on refuse de s'asseoir pour en parler et pour, ensemble, de manière humaine et dans une société, je dirais, respectueuse et digne, accepter de parler de cette question de l'accompagnement, de la fin de vie, de la dignité jusqu'au bout. Et le manque d'unités mobiles de soins palliatifs, ça fait exactement partie de cela. Alors effectivement, avec des infirmières de nuit, c'est mieux, mais c'est encore une fois pas la présence d'une infirmière de nuit sur un ou plusieurs établissements de soins pour personnes âgées qui pourra à elle seule résoudre cette question. Et donc, voilà, ça renvoie à la place aujourd'hui des soins palliatifs dans notre offre de soins et à l'importance ou la non-importance que celle-ci revêt aujourd'hui dans l'organisation et dans les choix de priorité. Donc, encore une fois, ce sont des questions des choix de société. Et je crois que c'est important qu'on puisse partager cela ensemble ce soir et puis le faire vivre dans le débat aujourd'hui qui s'engage, en particulier à l'occasion de la révision des lois de bioéthique. Du coup, ça faisait une conclusion. je veux dire. Oui, alors, on va... Non, juste avant, je crois que là, on va s'arrêter. On n'a jamais pris autant de retard, mais c'était aussi le temps de vivre pour parler de ces sujets-là. On a parlé d'ailleurs de la vie. Hein. C'est quand même ça aussi l'enjeu majeur. Je vais demander à Aude peut-être de venir pour 2-3 petits éléments plus techniques qui nous sortent du sujet. On va s'arrêter là sur ce sujet. On ne va pas conclure sur un sujet comme cela. Je rappelle souvent la jolie formule de mon vieux camarade Flaubert, la bêtise c'est de conclure. Mais alors encore plus sur un sujet pareil. Donc, et puis si, une des conclusions, je crois qu'on pourra dire Sophie, c'est que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Alors on reviendra nous dans les matinales, mais on reviendra aussi certainement à un moment ou un autre dans ces soirées-là, sur une question éthique, sur après tous les travaux des États généraux. Enfin, il y aura des moments comme ça où certainement on aura envie, besoin, désir de continuer à poursuivre la réflexion. Aude ? Oui, merci. Justement, on voulait vous présenter un livrable, parce qu'on voit les débats sont très riches. On a eu, comme tu l'as dit, beaucoup de matinales avec Marie en région sur ce sujet, avec des regards croisés de soignants, de familles, de résidents, de prêtres. Enfin, voilà, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues témoigner sur ces matinales. On a eu de très beau témoignage encore ce soir. On a réalisé des groupes de travail très riches avec les psychologues, les soignants de nos établissements. Et du coup, on s'est dit, mais comment, pour instaurer cette culture palliative dont on a beaucoup parlé ce soir, voilà, comment est-ce qu'on peut créer des moments pour en parler, sur quel support. Donc, on a réalisé un document qu'on voulait vous présenter ce soir, qui est... un webdoc qui sera donc disponible par un lien internet très simple et qui regroupe voilà, plusieurs rubriques sur la fin de vie, les résultats de l'enquête qu'on vous a présentés, les dispositions législatives bien entendu, tous les petits films que l'on a réalisés sur le sujet, les matinales, voilà, donc ça va venir s'enrichir des autres matinales qu'on aura. La prochaine est à Lyon le 13 mars sur le sujet. Et donc voilà, donc ce lien va être envoyé évidemment à l'ensemble des collaborateurs, mais pas uniquement. Il sera disponible sur le site de la Fondation, donc ouvert à tous. Et donc ça permettra vraiment de créer des moments propices et d'échanges pour les équipes sur cette question. Voilà. Et ce soir, en primeur, vous avez une démonstration grâce
Stories Productions, donc Hélène Toulet et Denis Benoît qui sont présents au fond de la salle avec quelques PC. Donc n'hésitez pas si vous voulez aller naviguer sur ce document pour vous rendre compte de ce que ça donnera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aude. Voilà. Et là, on va s'arrêter. On aurait plein de choses à se donner rendez-vous au prochain plateau qui est le 12 avril. Voilà, je suis trop fort. Et puis, on se parlera de plein de choses. Je vais demander à Sophie peut-être de nous dire quelques mots pour finir ce moment. Il n'y aurait qu'un seul mot à dire. Je voudrais vraiment vous adresser à titre personnel et au nom de toute la communauté des hommes et des femmes de Corian vraiment un très très grand merci pour ce que vous avez dit, pour la leçon finalement d'humanité et de vie que vous nous avez dispensée ce soir. Et vous dire que j'espère que vraiment ce message finalement ce retour à l'essentiel et au sens même de nos missions, quelque chose qui puisse être partagé le plus largement possible dans la communauté des pratiques des établissements, quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative de constituer ce webdoc dont Aude vient de vous parler. Et puis enfin, dire qu'en tout cas, en ce qui concerne Corian, en ce qui concerne nos établissements, en ce qui concerne nos pratiques de soins, eh bien, nous avons commencé, alors ça a été dit très 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 justement, c'est une longue pratique, c'est un ethos, comme vous l'avez dit, un ethos d'équipe, mais nous avons commencé à finalement accompagner nos équipes de soignants dans chacune de nos maisons, chacun de nos établissements, à travers de la formation, à travers du soutien, essayer de vraiment leur permettre de s'engager dans ces démarches d'humanité dont on vient de parler aujourd'hui. C'est un long chemin, c'est un beau chemin, et voilà, j'invite en réalité l'ensemble de celles et ceux qui s'en sentent l'envie de rejoindre ce mouvement. Merci beaucoup.